Moi, ça fait 2 minutes. Bien. Bonsoir. Le film que vous allez voir ce soir, on l'attendait depuis longtemps. Depuis quelques années déjà, on avait entendu parler de ce projet. On en avait discuté avec Sam Sturze, ancien directeur du musée de l'Élysée, au moment où il préparait l'exposition dédiée au nouveau projet de Salgado Genesis. On l'attendait, on a voulu vous le proposer pendant l'exposition qui est terminée au début de l'année de cette année. Mais il n'était pas prêt. On a eu le plaisir de le découvrir au dernier festival du film de Cannes. Et après, c'est grâce au distributeur suisse du film, Fincopy, qu'on a eu l'occasion, une fois de plus, de travailler avec eux pour vous offrir à nouveau un beau spectacle. Ce film, vous le savez peut-être, surtout si vous avez eu l'occasion de voir l'exposition Genesis de Salgado, raconte l'œuvre de ce grand photographe et voyageur, raconte ses univers à travers ses images, mais raconte aussi son histoire et surtout l'histoire de sa famille, de son entourage, de ses proches. C'est au moment où il a commencé à travailler sur le projet de Genesis qu'il a proposé à son fils, Giuliano, qui est cinéaste et documentariste, de l'accompagner dans ses voyages. C'était plus ou moins au début des années 2000, 2004, quelque chose comme ça. Et Giuliano a accepté, évidemment en amenant avec lui sa caméra. Et à bout d'un certain moment, pendant ses voyages, il s'est rendu compte qu'il avait besoin d'un regard extérieur pour pouvoir réaliser ce film et cet hommage à son père et à son travail. Et c'est à ce moment-là qu'un troisième voyageur s'est joint à ce projet, à cette aventure, un grand cinéaste contemporain, un autre voyageur, effectivement, qui est aussi photographe. C'est lui qui nous a accompagnés à travers ses films, dans les villes avec Alice, au fil du temps, en compagnie d'un ami américain, de Paris au Texas, de Tokyo à La Havane, de Lisbonne à Palerme, par-delà les nuages et jusqu'au bout du monde. Grâce à lui, nous avons volé au-dessus de Berlin, si loin, si proche, et nous avons dansé avec et pour Pina. C'est un grand plaisir que j'appelle Giuliano Salgado et Wim Wenders. Merci. Merci pour cette belle salle aussi. Hein. Je ne sais pas ce qui sera plus beau, ce que je vois là ou ce que vous allez voir là. C'est là, c'est sûr. Là, c'est pas mal. On devrait sortir les caméras et commencer à tourner là, dans cette direction. En score peut-être. Absolument. Et en contre-jour. Nous, on est là strictement pour vous prouver que nous sommes là et qu'après, on peut parler. Non? Absolument. Parce que, ici, je ne sais pas, dans d'autres pays, il y a une loi que les metteurs en scène n'ont pas le droit de parler avant les films. En Suisse, peut-être, on peut? Oui, vous pouvez quand même dire quelque chose, je trouve. Ouais, Trop révélé. Bon. Essaie de Moi, dire trop. J'aimerais juste dire une chose. Je suis très fier, très honoré d'être ici. Voilà, je voulais vous remercier d'être là, de voir ce film. Et on vous donne rendez-vous à la sortie. Voilà. Qui ne veulent pas parler, c'est normal. Je vais vous avouer une chose. Parce que je crois que vous croyez que
vous allez voir un film sur un photographe, non? C'est ce que je croyais aussi quand j'ai commencé le film. Quand nous, on a commencé le film. Et bon, c'était tellement plus qu'on a vécu et qu'on va vous montrer. Alors, Merci vraiment, beaucoup. on vous verra après, sauf ceux qui ont trop de faim après, qui veulent aller boire une bière, mais avec les autres, on va parler après. Super. Merci À tout à l'heure. beaucoup. À tout à Merci. l'heure. Bonne projection. Très bien. Très bonsoir. Juliane, j'ai raconté en quelques mots tout à l'heure ce que j'ai lu en fait de la genèse du film. Et ce qui m'intéresse particulièrement, c'est de savoir à quel moment tu as pensé à la collaboration avec Wim Wenders pour terminer la réalisation de ce film. En fait, ça s'est fait au fil du temps, vraiment. Tout a commencé quand nous sommes partis avec Sébastien chez les Zoé. C'est les Indiens qu'on voit à la fin du film, c'est Pagnon Rouge. On est revenu de là-bas, j'ai montré les images à Sébastien, que j'avais tourné avec lui. À l'époque, je ne pensais pas du tout que je ferais un film sur Sébastien, jamais. Et en revenant, Sébastien a vu les images que j'avais montées, de 20 minutes, et il s'est ému en voyant les images. Et le fait qu'il a accepté ma présence et mon regard, un tout petit peu avant qu'on fasse ce voyage, Wim et Sébastien avaient commencé à parler d'une idée, d'un projet ensemble, qui devait être autre chose. Et en rentrant de ce voyage, on a commencé à parler avec Wim, et en fait on s'est rendu compte qu'on avait la même intuition, que les histoires que Sébastien racontait, que ce qu'il avait à passer entre chaque voyage, à transmettre, mélangé à ses photographies, ça pouvait être un matériel cinématographique très très fort. Wim avait la même intuition, on a commencé à discuter, et ça s'est fait au fil de l'année suivante en fait. Et quand vous avez commencé à travailler ensemble, comment vous vous êtes mis d'accord? Comment vous avez décidé de procéder ensemble? Surtout par rapport au dispositif qu'à un certain moment, Wim Wenders a trouvé pour interviewer Salgado à côté de ces images. On n'a pas tourné ensemble. On n'a jamais en fait tourné ensemble. Il y avait plusieurs étapes de tournage pour Juliano. Et moi aussi, j'avais plusieurs étapes de tournage à Paris, au Brésil, de nouveau à Paris, de nouveau au Brésil. Et finalement, la dernière étape, presque 2 semaines dans la chambre noire. Et on a commencé à travailler ensemble dans la salle de montage. Vraiment. Est-ce que ton père était présent? Comment vous avez travaillé à 3 en fait? En fait, Sébastien n'était jamais présent. Enfin, il était présent ce film de Oui, cinéma. quand on a tourné, il était là. Ouais. Mais il n'était pas... il n'a pas participé. Non. Non, ça aurait été impossible en fait. Il ne voulait pas. Il voulait pas. Il a attendu. Il s'est étonné quand même pourquoi on a pris 1 an et demi. Dans la salle de montage, ça lui échappait. Qu'on pourrait prendre si longtemps. Déjà, le tournage, je trouvais que ça durait très longtemps. Mais puis, le fait qu'on a monté 1 an et demi, il ne savait vraiment pas du tout ce qu'on foutait là-dedans. Pourtant, oui, ça lui prend toujours beaucoup de temps pour faire Il cette a compris exposition. maintenant. Et quand il a vu le film finalement, il a dit, il a compris. Il a compris qu'on avait besoin de tout ce temps. C'est gentil qu'on vous voit maintenant. Merci pour la lumière. Parce qu'avant, il y avait une lumière un peu plus forte pour pouvoir vous prendre en photo en fait. Maintenant c'est bien. On les voit là. Et par rapport au choix des images en fait, comment vous les avez choisies? Alors les reportages qui racontent la trajectoire de Sébastien, on les a choisis à un moment donné, avant de commencer à tourner, on a réparti les tâches et c'était très clair que tout ce qui impliquait d'interviewer Sébastien sur ses souvenirs,
C'était quelque chose qui devait être fait par Wim. Moi, à aucun moment, je ne pouvais rentrer là-dedans parce que ça allait... Il y avait une histoire entre moi et Sébastien, évidemment, et que ça allait interférer dans ses souvenirs et dans la façon qu'il avait de se projeter dans ses souvenirs. Donc on a préparé une série de reportages avec Wim, on a relativement... C'est le seul moment où on a vraiment un tout petit peu scénarisé. Ça devait permettre de raconter, en choisissant ces reportages-là, comment est-ce qu'on pouvait montrer le regard de Sébastien s'affirmant, et puis sa façon de voyager s'affirmant aussi, de rencontrer les gens, jusqu'au moment où il craque et où on a cette transformation. Donc ça, c'est ce qu'on savait au début, mais le choix des photos, ça s'est fait beaucoup dans la salle de montage, énormément. C'est pas un selfie, Souriez. Hein. C'est dans cette direction. Et donc ça s'est fait dans la salle de montage essentiellement. Et puis, justement, je parlais de ce dispositif que vous avez trouvé au moment des interviews. Donc, Sébastien, il parle devant la caméra, et devant lui, il voit ses photos. C'est ça? C'est ça. On a fait... Peut-être un peu plus sur ce dispositif, parce que c'est quelque chose on a tourné que jamais vu. Nos discussions, on a tourné 2 fois vraiment. Quand on a commencé le tournage à Paris, je connaissais vraiment pas assez et je n'avais pas vraiment un plan. On a fait des interviews. On était assises à une table ou dans sa cuisine, ou dans son bureau, dans plusieurs endroits. On avait 2 caméras et on a tourné des situations plutôt conventionnelles, avec champ contre champ et une 3e caméra très souvent sur la photo. Et on a donc traversé les livres où on avait des tas de photos dans un laboratoire ou contre un mur. On a fait quelque chose de plutôt conventionnel. Et ce qui était très utile parce qu'à la fin, je connaissais au moins le territoire. Je connaissais un peu, un peu de tout son univers et de toutes les histoires. Mais aussi, le plus qu'on a tourné, le plus je me suis dit, c'est pas ça le film. Ça peut pas être ça le film. Ça peut pas être ce genre d'interview où on doit toujours couper entre lui et moi. Et le plus qu'on tournait ce genre de matériel, le plus je voulais être absent. Parce que, pour une seule raison, parce que quand Sébastien ne parlait pas à moi ou vers la caméra, mais quand il était concentré sur la photo et quand il oubliait un peu la situation avec l'interview, c'est là qu'il était vraiment dans sa mémoire et dans la situation. Et c'était tellement mieux que quand il me racontait à moi ou à la caméra. Alors finalement, on a repensé et j'ai pensé à cette chambre noire. Déjà, la chambre noire, c'est quand même le lieu idéal pour le photographe. Alors, et on a inventé une situation où il était seul avec la photo, les photos et vous. Parce que je ne voulais pas qu'il me regarde moi. Il a regardé ces photos et on a utilisé un vieux trucage du cinéma. Bon, et là aussi la télévision, mais on a renversé, pour ainsi dire, sa fonction, c'est le téléprompteur. On a tourné donc dans une chambre noire avec un téléprompteur devant la caméra, sauf que sur le téléprompteur, évidemment, il n'y avait pas les mots, ces histoires, mais il y avait les photos. Alors, il voyait ces photos, il regardait, il était seul avec ces photos, il pouvait regarder les photos et parler sur ce qu'il voyait sur ces photos, et en même temps, son regard traversait la photo et allait dans la caméra. Alors, c'était comme ça qu'il parlait à vous et plus à moi. Moi, j'étais derrière la caméra, elle ne m'a pas vu, et quelquefois, j'ai posé des questions, mais c'était presque plus nécessaire parce que dans la situation même, le photographe seul avec ses mémoires, c'était déjà 1000 fois mieux que tout ce qu'on avait tourné avant. Bon, on a donc tourné 2 fois et la première fois c'était une bonne répétition.
Peut-être encore une question, puis après on va passer la parole au public. Il y aura des micros qui vont circuler en salle. Ce film, pour moi, est aussi un voyage sonore. Wim Wenders, vous retravaillez avec Pétigon, avec qui vous avez travaillé déjà plusieurs fois, mais qui a choisi les deux de travailler avec cet auteur? C'est Wim qui a choisi de travailler avec Pétigon. Et c'était un excellent choix. Parce que Laurent a trouvé une façon pas d'illustrer, mais d'accompagner Sébastien dans sa mémoire. Et grâce à la musique, qu'on n'entend pas, mais qui fait un travail immense, il nous permet de rentrer dans la subjectivité, dans le passé de Sébastien. Et on arrive, je pense, en tout cas pour moi, quand je vois le film, on arrive à rentrer dans sa subjectivité, dans ses souvenirs, dans un monde qui est le monde vraiment tel qu'il se projette en fait. Donc c'est un travail très très beau de Laurent. C'est plus difficile même de faire la musique pour un documentaire que pour une fiction, parce que dans une fiction c'est clair ce que la musique devrait faire, mais là, dans un documentaire, c'est très dangereux parce que tout de suite, la musique fait trop. Et là, Laurent il a vraiment fait un petit miracle. Est-ce qu'il y a des questions en salle? On est en Suisse. Le monsieur là. J'espère ne pas être indiscret, mais qu'est-ce que vous avez peut-être appris sur vous-même à travers tout ce voyage que vous avez fait avec ce photographe incroyable? Qu'est-ce que vous avez appris sur vous? Je commence. Ouais, alors pour moi, il y a beaucoup des histoires qui sont dans le film que je connaissais déjà, que j'avais entendues depuis mon enfance. Mais en les voyant tout ensemble, à un moment donné, le montage était suffisamment cohérent, c'était beaucoup plus grand que ça, évidemment, ça faisait 4 heures, 5 heures. Mais en voyant toutes ces histoires les unes à côté des autres et toutes celles qu'on n'a pas montées, tout d'un coup, moi, j'ai vu mon père différemment. Vraiment, je l'ai vu pour ce qu'il était aussi quand il était ailleurs. Et mon regard sur lui a changé. Et c'est marrant parce que quand je suis revenu à Paris, mes parents vivent à Paris, on était à Berlin. Quand je suis revenu à Paris la fois suivante, mon regard avait changé. Et tout d'un coup, alors qu'on avait une relation un peu froide, un peu distante, on est devenus amis. Voilà. Donc pour moi, j'ai découvert mon père. Vraiment. Ce que moi j'ai appris, j'ai appris plein de choses dans ce film, mais ce qui m'a impressionné le plus, et ce que j'ai aussi appris, c'est la radicalité de Sébastien, ou de faire ce qu'il voulait faire. Avoir d'abord une carrière d'économiste, et l'abandonner, et recommencer dans un autre métier complètement différent, où il y avait plein de jeunes, 10 ans de moins que lui, et recommencer à zéro, parce qu'il sentait que ce qu'il voulait faire dans sa vie, c'était plus là-dedans, bien que c'était lié. Son travail d'économiste et son travail de photographe, c'était tout à fait lié. Dans toute sa vie, c'était toujours lié. Il savait toujours beaucoup, il avait toujours fait énormément de recherches sur Workers ou sur Exode et tout ce travail. Aussi une recherche d'économiste, une recherche sociale et tout ça. Alors, prendre cette décision de recommencer et puis aller jusqu'au bout de ce travail, jusqu'à un jour, il a dû poser sa caméra par terre et dire « je ne vais plus pouvoir faire ça. Je suis arrivé au bout de ce travail. » Et vraiment le faire et de nouveau d'une manière radicale repenser sa vie. Et puis à travers l'expérience heureuse de la famille et de leur effort de reforestation, de reprendre la caméra et recommencer encore une fois un autre travail, parce que le photographe
de nature ou d'animaux qu'il est devenu après, ça c'est un autre travail. C'est tout à fait un autre travail. Et faire ça avec cette morale radicale et avec cette dédication qu'il a eue pendant toute sa vie, et insister qu'il faut arrêter quelque chose si on sait qu'on ne peut plus le faire, ça c'est incroyable. Ça c'est vraiment une grande leçon. Parce que très souvent les gens continuent quand même. Et très souvent, plein d'autres photographes auraient quand même continué à photographier après le Rwanda, mais avec un regard changé, ou avec un regard cynique, ou avec un regard, je ne sais pas quoi, mais abusé, mais il n'a pas désabusé, merci, mais il n'a pas continué. Pour moi, ça c'est la grande leçon de ce film. Encore une question? Messieurs, vous pouvez peut-être juste... voilà, merci. Le micro arrive de derrière. Est-ce que du coup, c'est une question spécifique pour Monsieur Wenders, est-ce que du coup ça veut dire que vous allez arrêter la fiction pour faire plus des documentaires? Oups, ouais. Non, pour moi ça se pose pas. Mais, par exemple, la question se pose pour moi avec chaque film, est-ce que je peux le faire de manière comme si j'avais pas la moindre idée comment le faire. On a commencé ce film-là avec cette attitude. On n'a pas la moindre idée comment faire un film comme ça. Et même dans la salle de montage, on n'avait pas la moindre idée comment faire un film comme ça. Luciano avait des centaines d'heures de matériel. Moi, les interviews qu'on a fait, on aurait, en temps réel, il aurait fallu une semaine pour les voir, pour les regarder. Alors on aurait très très bien pu faire 2 films, nous deux. Et c'est ça pour moi le miracle de ce film qui existe maintenant, que c'est mieux que tout ce que j'aurais pu faire, et c'est mieux que tout ce que Giuliano aurait pu faire, parce qu'on a réussi à faire quelque chose qu'on n'avait pas fait avant. On a réussi à faire un film ensemble, à 2. Et ça c'était pour moi la plus grande aventure, et pour un vrai début. Et moi je trouve aussi qu'il faut s'arrêter de faire quoi que ce soit si on se rend compte qu'on a perdu l'enthousiasme, ou quand on se rend compte qu'on le fait seulement parce qu'on sait comment le faire. Ça c'est la fin. Et ça il faut éviter. Ce film est aussi le début d'une belle amitié entre vous deux, je suppose. En tout cas, c'est ce qu'on ressent. Oui. Oui. Je ne veux pas être indiscrète. Hein. C'est pas facile. Non. Parce que on a commencé à travailler ensemble, Mais séparément. lui en montant son film et ses scènes, et moi en montant les miennes. Et puis on a mis l'un à côté de l'autre, on a essayé de les mélanger un peu, et c'était horrible. C'est catastrophique. C'était tout à fait effrayant. Et on s'est rendu compte que ça ne va jamais être un film. Sauf s'il me laisse toucher son matériel, et sauf si moi je le laisse toucher le mien. Dans ce cas-là, on pourrait peut-être faire un film ensemble. Mais ça c'est dur, je ne vous dis pas. Ça nous a pris 1 an, réellement, en essayant chacun de notre côté, ayant des résultats douteux à chaque fois. Et au bout d'1 an, dans une impasse totale, ne sachant comment finir ce film, c'était pas bien, on a été forcés de se retrouver ensemble dans la salle de montage. Et là, miraculeusement, on connaissait très bien le matériel aussi. Tout d'un coup, très rapidement, en 2 mois, le film était tel que vous le voyez là. Encore une question?
le dernier métro est à minuit. Donc vous avez tout le temps. Au milieu, là. Bonsoir. Pourquoi de la narration voice-over? C'est où? Ah oui, là. C'est-à-dire pourquoi le choix Oui, pourquoi d'utiliser vous avez voice- choisi la narration voice-over? Pendant un an, il n'y en avait pas. Et c'était pas bon du tout. C'était pas bon. Du tout. Non, parce que quand même, il y a quand même des choses qui sont un peu difficiles à expliquer et il n'y avait personne qui pouvait les expliquer. Sébastien on ne pouvait pas réfléchir sur sa propre vie. Et aussi, ce fait que le film traverse 3 carrières, c'était pas possible sans un tout petit peu d'histoire que nous on a ajouté. C'est pas de l'histoire, c'était la vérité, mais un peu de contexte, il fallait. Ce qui était vraiment important dans le film, c'était ce que Sébastien racontait dès le départ, le matériel, les histoires de Sébastien, les photographies. La conjonction de ce que vous avez vu était d'une force incroyable. Et il fallait absolument qu'on arrive à donner à Sébastien, au personnage Sébastien, suffisamment de densité et d'existence pour que quand il prend la parole à partir de l'Éthiopie et qu'il parle quasiment jusqu'à la fin du film, on puisse être avec lui, on puisse voyager avec lui. Et la seule façon qu'on a trouvé de le faire, c'était en revenant en fait à nos positions de départ, Wim, l'ami, l'admirateur des photographies, moi, le fils, ayant vécu cette histoire d'un autre point de vue, et de raconter ça de façon la plus sincère, la plus honnête possible, pour permettre à Sébastien, à un moment donné, de prendre la parole et d'exister sans nous. En réalité, il y a une voix dans le film, vraiment. C'est celle de Sébastien. Nos voix à nous permettent à Sébastien d'exister sans que ce soit étrange qu'on sache qui est cet homme qui parle, par quoi il est passé, quel est son parcours professionnel, émotionnel, pour qu'on puisse accepter de voyager avec lui dans ce voyage qui sont très très durs. Et c'était de la bonne forme pour ce film. Il n'y a pas de meilleure forme, narration, pas de narration. Moi je pense comme Wim d'ailleurs, c'est Wim qui m'a appris ça. Chaque film a sa vérité, sa narration. Il faut être ouvert à tous les types de narration pour trouver ce qui peut être l'essence du film. Voilà, ce film-là était avec une voice-over. Pour ça. Je Oui. vois pas. Ah, voilà. Oui. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots des projets actuels de Sébastien Salgado, projets photographiques, j'entends, au sens où je me demande comment, après être passé à travers toutes ces étapes et d'avoir fait Genesis, comment est-ce qu'on peut encore se réinventer? Alors en ce moment, Sébastien travaille beaucoup avec des Indiens, des tribus brésiliennes. Il y a un débat au Brésil dont on a tous entendu parler, qui est la question de la forêt amazonienne. Et en fait, il a trouvé une façon de revenir un tout petit peu à ses débuts. Il accompagne ces Indiens, il photographie leur mode de vie, et il essaye de passer l'idée, à travers ses photographies, que les Indiens... Parce qu'au Brésil, les Indiens ont 12% du territoire national, mais ils sont une petite fraction infime de personnes. Le territoire des réserves donc, de ces Indiens recouvre quasiment ce qui reste aujourd'hui de forêt amazonienne, qu'on ne peut pas exploiter. Donc, on ne peut pas les couper, on ne peut pas en exploiter le sous-sol, etc. Du coup, l'idée, et ces Indiens ont très mauvaise presse au Brésil. Au Brésil, on a l'impression que pour que le pays aille mieux, il faut développer le pays, donc il faut aller prendre les richesses là où elles sont. Et donc toute l'idée est de changer l'image des Indiens et un peu de les transformer en... C'est comme si on leur déléguait le rôle de garder ce qui est notre patrimoine à nous, les Brésiliens, c'est-à-dire toutes ces réserves. Donc ils travaillent là-dessus en ce moment. Voilà. Et évidemment, ils continuent l'Institut Terra aussi, parce qu'il faut dire que l'Institut Terra, depuis qu'on a filmé là-bas, est passé par une nouvelle étape maintenant. Ils viennent de signer un contrat avec les collectivités locales. Et le grand fleuve qu'on voit dans le film, c'est un fleuve qui prend sa source à plusieurs milliers de kilomètres de là. C'est une surface qui est plus grande que la Belgique, mais qui est dans l'état
où on voit la ferme quelques années avant l'Institut Cara. Tout est désert, les fleuves sont en train, les sources se bouchent, le fleuve est quasiment mort. Et donc ils ont décidé qu'ils allaient replanter des arbres, ça c'est énorme, autour des 370 000 sources du fleuve. Et que sur 25 ans, ils vont planter 100 millions d'arbres pour sauver la région et la transformer. Voilà. Donc ça, c'est réellement la suite de l'Institut Terrain, et ça prouve que non seulement les terres peuvent être récupérées, comme c'est dit dans le film, mais en plus, une bonne idée et quelque chose qu'on arrive à faire fonctionner peut servir d'exemple et peut se développer, même dans un pays comme le Brésil, où on est très développementaliste, quoi. On n'est pas très tourné vers l'écologie. Voilà. Et vous, Julian, après cette expérience, vous préparez quelque chose de nouveau? C'est quoi votre prochain projet? Alors, c'est un film de fiction qui se passe à São Paulo, au Brésil. En 2 mots, c'est un thriller psychologique dont tous les personnages ont pour motivation l'ascension sociale. Donc là, vous passez du documentaire à la fiction. Voilà. Je préférais ne pas en dire plus, parce que je suis encore en train d'écrire. Donc on ne va pas non plus parler du prochain projet de Wim Wenders. Il est en montage. Mais par contre, là, c'est la Cinémathèque qui parle. On discutait tout à l'heure, vous êtes en train de restaurer avec votre fondation vos films, les digitalisant. Et donc, on espère, bien évidemment, de les voir tout prochainement ici. Oui. Ici même, d'accord. Super. Je ne sais pas s'il y a encore une question dernière pour la route. Oui, il y en a plein. Ben voilà. Madame, là. Merci d'abord pour ce beau documentaire. Et j'avais une question à Wim Wenders autour de l'utilisation des photos. Prendre le matériel photographique d'un grand artiste comme Salgado. Comment est-ce que vous avez vécu ça? Est-ce que vous avez l'impression d'avoir un patrimoine entre les mains? Et comment vous l'avez fait revivre quelque part? Ils sont tout à fait vivants, ils n'ont pas besoin de moi. Sébastien, il a son propre archive. Amazonas, c'est son propre bureau, son propre agence. Il les a bien préservées. Nous, on n'a rien fait avec les photos. Il n'y a pas un seul zoom, il n'y a pas un détail. On a toujours seulement présenté les photos. Et c'est le laboratoire de Sébastien qui nous a donné les fichiers à la fin pour les incorporer dans le film. Et puis, pendant la sortie du film, maintenant, il y a Genesis qui sort dans le monde entier. Le travail de Sébastien est tout à fait intact, il a sa propre vie, ils n'ont pas besoin de nous, quoi. Et en même temps, c'était un choc. C'était un choc de travailler avec ces photos dans la salle de montage et déjà dans le tournage. Tout le temps, on parlait de ces photos. À la fin, j'avais l'impression que je les connais vraiment. Chacune, il y en a traversé des milliers de photos avec lui. Et puis le jour, et puis dans la salle de montage, bon, on les a toujours sur l'écran devant nous. Et puis le jour où je les ai vus pour la toute première fois, en haute définition, ses propres fichiers sur un grand écran, j'étais choqué. J'ai jamais cru qu'une photo sur un grand écran pourrait avoir une vie tellement plus puissante que sur un tirage. J'étais choqué. Et c'est drôle que, en ce qui concerne mon implication, c'est comme ça que le film a commencé pour moi. J'étais un peu devenu ami avec Sébastien, mais là, il n'y avait pas encore l'idée d'un film. Mais un jour, il m'a demandé, écoute, Wim, tu sais, je fais des expositions et il y a tous ces livres. Est-ce que tu crois que pour Genesis, il était encore en plein dedans,
il peut y avoir un moyen de mettre les images sur un écran. Avec de la musique, par exemple. Et j'y ai réfléchi longtemps, et la prochaine fois qu'on s'est vu, je lui ai dit, écoute, non, je crois pas. Je crois pas, parce que ça serait un peu comme un diaporama, ça va pas marcher. Mais, quand même, quand tu le présenterais sur un écran avec tes propres histoires, il serait protégé avec tes propres mots, là, c'est peut-être possible. C'est là quand, pour la toute première fois, on a évoqué peut-être une possibilité de faire quelque chose. Et c'était ça le premier, en ce qui concerne moi, le premier grain du film. L'idée, qu'est-ce qu'on peut faire avec la photographie sur un écran. Tout seul, j'y croyais pas du tout, mais entouré avec tout ce qu'il savait en dire, avec toute la richesse des histoires qu'il avait sur tous les gens qu'il a photographiés, là je me suis dit, peut-être. Et quand j'ai vu pour la première fois sur un grand écran, dans la vraie qualité des photos que jusqu'à là j'avais vu sur mon écran de montage, c'était des photos que je connaissais, mais là, c'était tout un autre monde. La première projection, on était là avec la bouche ouverte. Les photos avaient toute une autre vie. Et même Sébastien et Delia, ils ont vu le film sur un grand écran pour la première fois il y a 10 jours au Brésil, à Rio. Ils n'en revenaient pas. Ça les a mais touchés d'une façon... Le film les a beaucoup, beaucoup touchés. Les photos, enfin pour eux, c'était quelque chose de totalement nouveau aussi. C'est très, très touchant. Je ne me suis pas rendu compte qu'on ne connaît pas la photographie sur l'écran. On ne la connaît pas sur l'écran. C'est un nouveau monde, je crois. Au moins pour moi, c'était nouveau. Mais on n'a pas touché. Hein. Les photos, c'est toujours strictement tel que le laboratoire de Sébastien les a donnés à nous. Et on n'a rien fait. On n'a jamais changé le cadrage et on n'a pas fait des conneries comme des zooms et tout ça. Dernière question. Tout au milieu de la table. C'est la meilleure Le micro place. va voyager, oui. Lui, il a la meilleure place. Il a vu un très beau film. Il est complètement au milieu. Bonsoir. Je me demandais par rapport à toutes ces photos qui sont vraiment très très fortes comme image de la misère humaine, etc. À quel point de vue vous avez voulu apporter dessus en plus du point de vue de Sebastiano, qu'est-ce qu'il y a à en dire, par rapport aux causes, etc. de toute cette misère qu'on voit, qui sont un peu évoquées au niveau de l'inégalité de la répartition des richesses, etc. Sébastien a un point de vue très fort par rapport à tout ça. Dès le début, on savait qu'on voulait faire vivre les photos, mais pas seulement les photos. On voulait aussi faire exister les gens qui étaient sur les photos, à qui il arrive toutes ces choses. Donc, on voulait transmettre l'expérience qu'avait eu Sébastien, d'avoir pu apprendre tout ce qu'il avait pu apprendre des gens qui vivaient ces situations terribles. Donc, on pensait que c'était très important à transmettre, que c'était très rare. Et en même temps, ce regard qu'il a jeté sur le monde, ça a été un regard très dur, mais très réel. Alors les photos sont belles, elles sont souvent belles parce qu'il a rencontré les gens, qu'il a connu les gens qui sont sur les photos. Donc il y a un lien qui s'est installé, et la photographie, elle procède de ce lien. Hein, c'est une vraie relation. Ça, on le sent, je pense, avec les histoires qu'il raconte. Par contre, le cheminement de Sébastien, c'est le cheminement de quelqu'un qui croit, qui est très positif, qui a beaucoup d'espoir que le monde, l'espèce humaine, qu'on va vers une espèce de... comme si on était condamné au progrès et au mieux-être, et qui se rend compte à un moment donné que ce n'est pas le cas. Et au moment où il arrive au Rwanda, dans ce moment terrible, avec cette colonne de réfugiés, où absolument tout le monde disparaît, à ce moment-là, lui aussi ne sait pas se protéger de ces situations-là, perd complètement espoir, est obligé de se renouveler. Et je pense que c'est vraiment sa transformation, la façon dont il a transformé son regard, qu'on voulait être fidèle à ça, parce que
à la fois il montre et il témoigne d'un monde qui est d'une extrême dureté, mais c'est la dureté de notre monde. Je pense que c'est important de le voir et de savoir qui nous pouvons être aussi. Mais aussi, en se transformant, il arrive à trouver une manière d'être dans la vie et de transformer le petit monde autour de l'endroit où il est né et d'en faire quelque chose d'autre, quelque chose qui est en train de renaître, qui renaît. Et donc pour nous, c'était une façon, en accompagnant la façon dont Sébastien avait changé sa vision du monde, de montrer qu'il y avait un espoir, malgré tout ce qu'on sait du monde, tout ce que Sébastien a pu en voir et tout ce dont il a témoigné, qu'il y a quand même un espoir si on prend conscience de ce qu'on a autour de nous, et si on décide de donner un peu de temps, le peu de temps qu'on a, pour agir autour de notre environnement immédiat, on peut quand même transformer les choses profondément et peut-être durablement. Voilà. Je vais prendre la parole. Je voulais vous remercier pour le film, qui est en tout cas magnifique, et pour moi qui ai grandi au milieu de l'impression de la main de l'homme et de Exode, j'ai eu beaucoup de plaisir à découvrir des photos que j'avais encore jamais vues, non plus dans le reste. J'ai vu que dans votre film, vous avez choisi de garder le noir à blanc. Est-ce que c'est une manière de respecter son écriture ou pourquoi ce choix? Comme mon intérêt, c'était surtout de savoir qui est l'œil derrière cette photo et qui est cet homme qui a pu faire ce travail et pourquoi sa façon de travailler m'a tellement ému. C'était clair que c'était nécessaire de le tourner lui en noir et blanc. Parce que, évidemment, on allait très souvent couper aux photos, bien que je ne connaissais pas la structure du film, mais je me suis dit, son monde c'est tellement le noir et blanc, il le maîtrise tellement, ce sera nécessaire de tourner les interviews avec lui aussi en noir et blanc. Et finalement, ce n'était pas tellement une doctrine, parce que quand on a tourné, quand j'ai tourné à l'Instituto Terra, avec les forêts et tout ça, tout d'un coup, il me paraissait étrange de filmer cette splendeur en noir et blanc aussi. Alors, moi aussi, une partie de ce que j'ai tourné, moi, c'est arrivé en couleur finalement. Et c'était ça un peu la décision pendant le montage. Comment est-ce qu'on rend justice le plus possible au travail, aux photos et aussi à l'autre travail, l'autre grand travail qui parcourt la vie de Salgado. Et là, on a choisi les couleurs. Merci. Est-ce qu'il y a encore une question? Là, je pense qu'il commence à aller vers le métro. Oui. Il fait un peu chaud. C'est bizarre que ce soir, à Paris, dans la Cinémathèque, il ouvre la grande rétrospective Truffaut avec le dernier métro. Voilà. Et c'était ça. On est toujours en lien avec la Cinémathèque française. C'était ça mon choix, être là ou ici. Merci beaucoup. Giuliano Salgado, merci.